Bon, là, ce que vous avez indiqué, le manque de moyens de la police, des pompiers, dans l'éducation nationale, dans la santé, ça, c'est clairement le bilan de 10 années d'Emmanuel Macron. Et vous l'avez dit, moi, je suis députée en Gironde, donc malheureusement, un département régulièrement meurtri par les incendies. On se souvient de ceux de 2022, mais en fait, on en a tous les ans. Et c'est vrai qu'avec mon groupe à l'Assemblée nationale, nous avons régulièrement alerté le gouvernement. Nous avons aussi réalisé un certain nombre de propositions, que ce soit des propositions de loi, que ce soit des amendements à chaque budget, et malheureusement, par sectarisme, toutes nos propositions ont été retoquées. Mais très concrètement, par exemple, dans la dernière discussion budgétaire, oui. et Dieu sait qu'elle a été mouvementée, oui. Vous avez proposé des choses précises? Oui, absolument. Nous avons proposé, par exemple, l'achat de kits A400M. Nous avons proposé de lancer une grande communication de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires. Et en fait, tous nos amendements sont régulièrement rejetés par sectarisme. Nous avons aussi déposé une proposition de loi visant à durcir les sanctions contre les responsables d'incendies criminels. Ils n'ont pas voulu la mettre à l'ordre du jour. Nous avons déposé une proposition de loi pour améliorer le financement des SDIS. Là non plus, ils n'ont pas voulu la mettre à l'ordre du jour. Donc oui, moi je le dis, je pense que ces incendies, les dégâts causés par ces incendies auraient pu être évités ou réduits. C'est sûr que nous, on soutiendra les pompiers, et d'ailleurs ce sont... les soutenir, c'est une chose. Aller marcher avec eux, c'en est une autre. C'est possible que nous fassions les deux, mais en fait, si vous voulez, les pompiers savent que nous les soutenons. Il suffit de voir l'accueil que nous avons à l'occasion des Saintes-Barbes, événement important pour les pompiers. Il suffit de voir l'accueil qu'a reçu Marine Le Pen l'année dernière quand elle s'est rendue au Congrès national des sapeurs-pompiers. Et puis, il suffit de voir un sondage récent réalisé parmi les Français qui indiquait que les Français estimaient que le Rassemblement national était le parti politique le plus en phase avec les revendications des pompiers. Donc oui, nous avons toute légitimité à participer à ces marches, mais je veux dire, marcher, c'est utile, mais surtout, ce qu'il faudra faire, c'est être présent en hémicycle, comme nous le sommes à chaque fois, être force de proposition, comme nous le sommes à chaque fois. Et puis, j'ai envie de dire aux pompiers, parce que vous savez, moi, je suis en Gironde. Vous en avez un juste à côté de vous, allez-y, vous pouvez vous adresser très naturellement au capitaine Kahn. Dans mon département, en Gironde, je travaille beaucoup avec vos collègues, et qui nous disent, ils sont beaucoup à nous dire, voilà, le blabla politique, ça suffit. Ils se posent une question, où passe l'argent? Parce que les pompiers, avant d'être des pompiers, ce sont des contribuables français, et comme tous les contribuables français, ils savent qu'ils payent beaucoup d'impôts, mais du coup, qu'est-ce qu'est fait de cet argent? Moi, je considère, de mon point de vue politique, que l'argent est très mal réparti en France, et que c'est la sécurité civile qui, notamment, est victime de cette mauvaise gestion financière. Vous avez tout à fait raison, et en plus, mon département est bien concerné par ce sujet-là. Donc, moi, je suis élue en Gironde, et il se trouve que le département dans lequel j'habite, fait face à une situation financière absolument inquiétante, puisqu'il a deux doigts d'être placé sous tutelle. Donc, il s'agit là d'une gestion socialiste. Donc en fait, les socialistes disent que c'est l'État qui leur donne pas suffisamment de budget. Il y a aussi une contestation à porter en matière d'orientation politique. C'est la raison pour laquelle nous, avec nos collègues Jocelyn de Signy et Julien Rancoul, nous avons déposé une proposition de loi. Je vais vous donner la date. C'était le 13 février 2025 pour améliorer le financement des SDIS. En fait, améliorer la répartition des financements, parce qu'en fait aujourd'hui, la partie départementale des SDIS est financée par une taxe, donc la TSCA, la taxe sur les contrats d'assurance. Il y a une partie sur l'État, une partie sur la sécurité sociale et une partie sur les départements. Et nous, en fait, ce que nous voulons, c'est que la totalité de la part de la Caisse nationale des allocations familiales aille directement sur les départements et de manière obligatoire. Parce qu'en fait, vous avez les départements qui perçoivent cette TSCA, mais qui ne sont pas obligatoirement, qui ne doivent pas la diriger automatiquement vers les départements. Et du coup, quand vous rajoutez des difficultés financières pour raisons politiques ou pas sur des départements, forcément, en bout de chaîne, ce sont les pompiers qui sont victimes de la situation. Et le Premier ministre qui est en déplacement chez vous en Gironde. Je ne suis pas invitée d'ailleurs pour l'instant. Alors, lundi prochain, qu'est-ce que vous attendez de lui, à minima? Parce que lui, il comprend cette langue. Il la comprend, cette langue technique. Il y a des ministres qui viennent autour. Vous attendez quoi? Oui, alors déjà, vous n'êtes pas invité? Alors pour l'instant, je ne suis pas invitée au déplacement du Premier ministre en Gironde, tout comme je n'ai pas été invitée, comme les autres parlementaires d'ailleurs, au déplacement d'Emmanuel Macron en Gironde fin juillet. Moi, j'aurais beaucoup aimé m'adresser au Premier ministre pour lui demander en effet pourquoi il n'a pas retenu la proposition de loi de notre groupe parlementaire, donc visant à améliorer le financement
financement des SDIS. J'ai adressé plusieurs courriers, un au ministre du Tourisme pour lui demander comment il allait combler la crise de nos ostréiculteurs, de nos hôteliers, des patrons de camping, parce que là aussi il y a une crise économique. En plus, on a eu une maladresse de la préfète de Nouvelle-Aquitaine qui a dit ne venez pas en Gironde, alors qu'on a vraiment des saisonniers qui ont besoin du tourisme en Gironde pour leur économie. Donc j'ai pas eu de réponse de la part du ministre du Tourisme, j'ai pas eu non plus de réponse de la part du ministre du Travail. Et vous l'expliquez comment ça ? Interrogé par des sapeurs-pompiers qui voulaient en fait savoir comment ça pouvait se passer dans leur durée de travail. Et j'ai aussi posé une question à la ministre de l'Environnement au sujet de la filière des sylviculteurs, la filière bois-forêt. Parce que là aussi, en raison des incendies, eh bien les sylviculteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait de l'évacuation du bois, de sa commercialisation, etc. Je n'ai eu aucune réponse. Donc en fait, s'il n'y a pas de réponse des ministres qui sont peut-être en vacances ou je ne sais pas où, j'aurais bien aimé en avoir une du Premier ministre. Et c'est pour ça que je regrette à ce jour de ne pas avoir reçu d'invitation. Mais je vous ai entendu dire que les écologistes étaient des fanatiques et qu'ils étaient quasiment responsables de l'embrasement que l'on vit actuellement. Et ils sont aussi ceux et celles qui, à un moment donné, disent il faut avoir une vision, le réchauffement climatique est là. Mais ça, personne ne le conteste. Moi, ce que je vois par contre à l'Assemblée nationale, c'est quand mon groupe a déposé un amendement visant à accorder un crédit d'impôt aux propriétaires pour les encourager à opérer des opérations de débroussaillement, ils ont voté contre. Quand ils se réjouissent de la destruction de réserves d'eau, très utiles aux agriculteurs, je trouve aussi que c'est paradoxal. Et enfin, quand ils poussent pour, par exemple, obliger les camions de pompiers à mettre de l'AD-Blue, cet additif, qui oblige les camions de pompiers à stopper leurs opérations pour aller faire le plein d'AD-Blue, en fait, je me demande où est leur conception en faveur de l'écologie. Parce que pendant que le camion il fait une pause, eh bien, c'est la forêt qui continue de s'embraser. Donc en fait, ce que j'ai dénoncé, c'est le double discours, et c'est ce que je continue à faire. Enfin, je veux dire, en fait, les premiers opposants, par exemple pour les agriculteurs, quand ils veulent puiser de l'eau pour alimenter des cultures qui servent de pare-feu, eh ben, en fait, ceux qu'ils ont en face d'eux, ce sont ceux qui se décrivent comme étant des écologistes. Nous savons qu'il y a en effet un réchauffement climatique. Par contre, ce dont nous nous étonnons, c'est que ceux qui disent réchauffement climatique matin, midi et soir ne font rien pour essayer de lutter contre ce réchauffement climatique. Ouais, je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, je me suis rendue en Gironde sur la commune du Temple, une commune qui a été ravagée par les incendies. J'ai été rencontrer des agriculteurs et des sylviculteurs qui, eux, m'ont montré leurs champs de maïs et leurs champs de carottes qui étaient irrigués et donc qui ont servi de pare-feu, c'est-à-dire qui ont stoppé les incendies sur cette commune. Et ils m'expliquaient qu'à chaque fois qu'ils veulent développer leur culture ou diversifier leur culture, qui ils ont en face d'eux, eh bien ce sont des personnes qui se présentent comme des écologistes ou des environnementalistes, sauf que précisément, en fait, nos sylviculteurs, nos agriculteurs, eux, oui, sont les premiers protecteurs de l'environnement, c'est comme les chasseurs d'ailleurs, et qui ils ont à chaque fois en face d'eux, eh bien ce sont ces mêmes militants politiques. Donc en fait, c'est le double discours que je dénonce. 474 interpellations, Edwige Diaz, dans ces incendies, dans ces enquêtes qui sont liées à ces incendies qui ravagent la France, dont 183 mineurs. Oui, c'est édifiant et c'est la raison pour laquelle, dès 2022 ou 2023, avec mon collègue Grégoire de Fournas, nous avions déposé une proposition de loi précisément, je vous dis, pour aggraver les sanctions à l'encontre de ceux qui sont responsables, notamment des incendies volontaires. Et je vous l'ai dit, je regrette que cette proposition de loi n'ait pas été mise à l'ordre du jour. Là, c'est mon collègue Emmanuel Taché de la Pagerie qui a déposé une autre proposition de loi en ce sens. Et vraiment, nous la donnons au gouvernement qui l'utilise, parce que s'il n'y a pas de sanctions, il y aura évidemment pas de dissuasion et on continuera à déplorer autant d'interpellations, 474, mais en fait quasiment aucune condamnation derrière. Donc qu'est-ce qui va dissuader les personnes de recommencer, pour peu qu'elles soient pyromanes? Pas grand-chose, parce qu'en fait il n'y aura pas la crainte de la peine. De l'argent, il y en a, et tous les Français savent qu'ils payent suffisamment d'impôts. Justement, la question qu'il faut se poser, c'est où passe l'argent? Nous, au Rassemblement national, de manière très sérieuse, à chaque budget, avec notre ami Jean-Philippe Tanguy, nous déposons un contre-budget. D'ailleurs, notre contre-budget est toujours en ligne sur notre site internet. Et donc, en fait, des économies, on peut en faire sur le coût de l'immigration, sur le coût de l'Union européenne, sur le coût des agences d'État, du millefeuille administratif, de la lutte contre la fraude sociale et de la fraude fiscale qui n'est pas opérée dans des proportions suffisantes. Donc voilà, en fait, d'abord, on va chercher, on récupère l'argent consacré à ces mauvaises dépenses et ensuite on le réinjecte dans ce qui nous paraît essentiel. Et pour nous, je l'ai dit, les services publics dont font
font partie les services de sécurité civile, de police, de santé, éducation nationale, et bien là, ce sont des axes absolument prioritaires. Donc en fait, c'est-à-dire que la France est à ce point tiers-mondisée qu'elle est obligée aujourd'hui de dépendre de la solidarité internationale dont on peut se réjouir, et qu'elle n'est pas capable elle-même de recruter quelques pompiers. Non, mais la France, elle dépense 28 milliards, c'est la contribution en fait française au budget européen, et elle reçoit 3,3 milliards qui sont abondés par l'Union européenne sur ce mécanisme de solidarité qui nous permet dans ces moments de crise, Madame Diaz, Madame la députée, de bénéficier de l'aide européenne. Il faut vraiment renoncer à la contribution française au budget de l'Union européenne. Je n'ai pas dit qu'il fallait renoncer à toute la contribution. Je dis qu'il faut baisser notre contribution nette au budget de l'Union européenne. Parce que là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la France est très largement contributeur. Donc, en fait, on donne, les impôts des Français donnent de l'argent à l'Union européenne sans, par ailleurs, que les Français soient consultés sur ce sujet. Et si on leur donnait la parole, vraisemblablement, au regard du score obtenu par le RN au moment des élections européennes, mais vraisemblablement les Français seraient d'accord avec nous. Donc là aujourd'hui on donne beaucoup d'argent à l'Union européenne qui ne nous en rend qu'une partie et qui en plus nous dit d'une part comment on doit le dépenser, et en parallèle il faudrait qu'on dise oulala merci fabuleux l'Union européenne de nous envoyer quelques avions croates et quelques pompiers ukrainiens. Moi, je me suis rendue sur les zones sinistrées en Gironde, je les ai vus ces pompiers étrangers, donc bien sûr j'ai envie de leur dire merci de nous aider, mais ça veut quand même dire qu'on n'est pas capable en France d'avoir quelques camions de pompiers supplémentaires, on n'est pas capable d'avoir quelques pompiers supplémentaires, on n'est pas capable d'avoir quelques sapeurs-pompiers volontaires supplémentaires. Et oui, c'est normal qu'on soit en crise parce que les pompiers sont mal payés, les pompiers volontaires sont mal récompensés. Vous voyez, nous nous sommes indignés parce que le gouvernement avait promis pendant 3 ans que les sapeurs-pompiers volontaires auraient une bonification de leur retraite. Finalement, ils ont été trahis parce qu'il faut cotiser 10 ans pour bénéficier d'un trimestre seulement seulement si vous avez une carrière hachée. Donc en fait, personne ne va en bénéficier. Nous sommes aux côtés de la France qui travaille, qui voudrait travailler, qui a travaillé. Et donc là, la proposition de M. Lescure me semble tout à fait inopportune, puisque pour l'instant, ce gouvernement n'a pas décidé de se remettre en question, de faire la chasse aux mauvaises dépenses, ainsi que je l'ai cité tout à l'heure. Par ailleurs, sa proposition de désindexer partiellement les hautes retraites, eh bien, elle a quand même des angles morts. Ça vient d'être dit, on ne sait pas combien ça va rapporter. Peut-être il est évoqué 1 milliard d'euros. Pour vous donner un ordre d'idée, 1 milliard d'euros, c'est ce que touchent les associations immigrationnistes. Donc en fait, je me dis que plutôt que de s'attaquer aux retraités, on pourrait peut-être commencer à s'attaquer sur ce à quoi, je veux dire, les Français n'ont plus envie aujourd'hui de financer les associations immigrationnistes. Il suffit de voir les sondages sur le sujet. On se souvient, moi je me souviens depuis que je suis députée, que chaque année on nous parle de la désindexation des pensions de retraite sur l'inflation. À chaque fois, les pensions de retraite ont été préservées grâce à l'intervention puissante du Rassemblement national. Donc là on nous dit que c'est pour les retraites aisées, sauf que demain ça sera peut-être pour tout le monde. Et puis voilà, vraiment j'ai envie de le dire, il reste 9 mois à tenir ce gouvernement. Monsieur Lescure essaye d'exister. J'ai lu son intervention dans la tribune, je l'ai trouvé totalement hors sol. Il a osé dire que depuis 2017, le pouvoir d'achat des Français avait augmenté. Voyez, un sondage Ipsos indique que seulement 12% des Français estiment que leur pouvoir d'achat a augmenté. Donc très sincèrement, je ne prends pas les propos de ce ministre avec beaucoup de sérieux, étant donné que dans 9 mois, il ne sera plus ministre. Nous sommes fidèles à notre ligne de conduite, nous disons, et le gouvernement, pour le coup, est très fidèle à sa ligne de conduite, c'est-à-dire, en fait, ils ont décidé de ne pas changer de paradigme, de ne pas se remettre en question, de ne rien faire pour relancer l'économie, qui elle-même génère de la fiscalité, et donc on peut après réinjecter dans le social. Ils ont décidé, comme d'habitude, en fait, de mettre des pansements sur des jambes de bois. Et c'est pour ça que non, je ne souscris pas à la proposition de Monsieur le Ministre. Et très clairement, une année blanche en politique, c'est vraiment le symbole parfait de l'absence de vision politique. Donc c'est pour ça que nous le disons, en fait, si ces ministres n'ont pas d'idée, mais qu'ils fassent une dissolution de l'Assemblée nationale, par exemple, et qu'ils nous laissent les remplacer le plus rapidement possible, parce que nous, on en a des idées pour les Français. Et vraiment, quand on voit le nombre d'adhérents qui rejoignent le RN et quand on voit le nombre de participants que nous avons eu sur notre plateforme présidentielle qui s'appelle marinelepen.com, j'ai envie de croire que les Français ont envie de nous faire confiance, et par avant, je les en remercie. On se prépare à exercer le pouvoir, et ce depuis des années. Je peux vous dire que nous sommes psychologiquement prêts, que nous sommes intellectuellement prêts aussi. Tous nos militants sont sur le terrain cet été, parce que nous le disons, 2027 sera une échéance majeure et nous avons besoin d'opérer une rupture avec ces 10 années de macronisme dont plus personne ne veut.